Les révolutionnaires, les pirates, le gouvernement mondial, l'équilibre est redéfini. Alors qu'on vient de découvrir les chevaliers saints, Oda nous le montre. Le Gorosei et Im-sama ne sont pas de simples politiciens, ce sont des combattants et des combattants surpuissants. Croyez-moi, on va en parler et surtout, bien sûr, il va y avoir une théorie sur les pouvoirs de Im-sama. Et le plus important lors de cette review, je pense avoir découvert ce qu'est réellement le deal. Et ça va être juste magnifique pour cette review juste exceptionnelle. Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1085 de One Piece, la mort de Nefertari Cobra. Nefertari dit Cobra, pourquoi pas? Et bien sûr, ce chapitre agrandit le lore de One Piece et change même l'équilibre des puissances du monde de One Piece. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est la folie dans les chapitres. C'est vrai que l'arc d'Egghead était juste incroyable, même par rapport à Onigashima. On est vraiment dans la saga finale de One Piece et les pires théories ressortent vu que la commu est en feu. Oui, je vais pas te mentir. Le truc Foxy et Im-sama, ah purée ça pue. Ah, franchement ces théories, non, peut-être dans Two Piece. Et commençons la review de cet incroyable chapitre par justement la mise en scène d'Oda. Parce que malheureusement, je sais que ça plaît pas à tout le monde quand je parle de mise en scène, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est pas juste une question de puissance, de théorie, de foreshadowing que Oda a placé depuis des milliards d'années. Non, pas du tout. Si One Piece est à ce niveau actuellement, c'est que quand Oda te raconte une histoire, il te la raconte bien parce que c'est vrai. Grosso modo, ce chapitre, tu peux le résumer assez facilement. Il y a Cobra qui s'est cerné devant Im-sama, Im-sama a pété un câble face à Cobra qui posait des questions à propos du dit et donc voilà, ils se sont transformés en monstres bizarroïdes et l'ont attaqué alors que Sabo a essayé de sauver le roi Cobra et il doit donc transmettre à Luffy que eux aussi sont des dits. Voilà, tout simplement. Et est-ce qu'il y a moyen d'en faire d'énormes vidéos? Bien évidemment. Mais ce qui a rendu ce chapitre aussi puissant, c'est la mise en scène d'Oda. Rien que cette première case de ce chapitre. Voir un Cobra sur fond blanc, choqué, alors que personne ne devait s'asseoir sur ce siège. C'est juste génial parce que nous, on nous l'a dit que personne ne devait s'asseoir sur ce siège et on voit Im-sama s'asseoir dessus. Ok, on est choqué, mais là, le voir par rapport à un personnage de One Piece, un roi de One Piece, même un ancien qu'on respecte du monde de One Piece, en fauteuil roulant, le pauvre. Donc, bien sûr, c'est d'autant plus impactant. Tu sens que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. C'est un tabou de ce monde qui est en train d'être brisé. Et même en termes d'ambiance, ça marche globalement parce que tu ressens de la pression à chaque fois qu'on croise Im-sama lors de ce chapitre. Chacune des cases est construite plus ou moins de la même manière avec un parallélisme dans la construction de cette salle. Un grand escalier qui fait que de droite à gauche, alors on a plus ou moins le même plan avec Im au centre. Si tu parles en termes de dessin, alors c'est une construction pyramidale où donc au-dessus de cet escalier se trouve Im-sama et ça fait que renforcer encore une fois par le dessin la prestance de Im-sama. Et c'est ça qui est fou, c'est que on te montre pas des cases, ce sont des images. Lorsque Im-sama est là, Im-sama est iconisé. C'est ça la force d'Oda. Et toutes les scènes lors de ce chapitre ont cette ambiance assez lourde de tabou, oui, bien sûr. Dès qu'il y a Cobra qui parle, alors tu vois le Gorosei qui commence à sortir des armes de leur poche. Ça, c'est juste génial. Une des meilleures, peut-être, cases de ce chapitre, parce que je trouve ça juste incroyable de les voir comme ça en mode, ça y est, maintenant t'es cuit, c'est mort. Et même lui, il le dit, ça y est, il n'en ressortira pas vivant. Franchement, la pression est incroyablement bien retranscrite dans cette scène où tout est littéralement iconisé. Et cette mise en scène qui fait la force d'Oda, je suis obligé d'en parler même si je sais très bien que je vais perdre beaucoup de personnes et que beaucoup de youtubeurs n'en parlent pas, même s'ils le ressentent et qu'ils le voient et qu'ils l'ont analysé, parce que ça ne fait pas de vues. Mais malheureusement, je suis obligé. Voilà, même si on perd des vues, on est obligé de parler de ça. Mais bien sûr, il y en a qui vont s'arrêter juste au fait que les claquettes de Luffy, il les a achetées à Lidl ou pas, parce que voilà, c'est la grosse théorie. Et abordons donc directement le vif du sujet avec le plan secret de Lily. Car c'est bien de cela qu'il était question lors de ce chapitre. Im-sama, lorsqu'elle arrive, elle s'assoit sur le trône, mais surtout parle d'elle à la troisième personne. Tu sens la noblesse, c'est comme si moi je disais, Chaj, il a kiffé cette case. Tu vois, en fait, j'ai l'air complètement zinzin. Les journalistes de merde. Directement, c'est elle qui choisit de quoi on va parler, comment on va en parler, juste 2 questions de la part de Cobra, et elle en posera une. Et alors que, tu vois, c'est défini, c'est elle qui a décidé
expliquer ça. Bah, Cobra, il va dire, ah, mais c'est bizarre, Im-sama, ça me dit un truc. Je crois que c'était un des 20 rois qui était posé à la table de, oh, qu'on a fondé le gouvernement mondial. Im-sama va péter un câble. Ah non, non, on répond pas. C'est mort. Alors, normalement, il avait le droit de poser la question, mais apparemment, non, Im-sama a changé d'avis. Comme quoi, c'est un enfant plutôt capricieux. Si c'est un enfant, ou peut-être juste une grande personne très longue et qui n'a pas beaucoup mangé, parce qu'elle est assez fine, mais là n'est pas la question. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et donc, là, il va parler directement du Di, Im-sama, dire que ce sont ses ennemis qui portaient le Di dans leur nom, sauf que la signification du Di s'est perdue petit à petit, et ce qui est très intéressant, et ce qui va énerver Im-sama, c'est que il y a 800 ans, il y a eu une erreur de la part de Nefertari Lili. Mais jusque-là, elle ne sait pas si c'était une réelle erreur, ou si peut-être ça faisait partie d'un plan beaucoup plus grand, puisque les poneglyphes ont été perdus. Peut-être même que c'est lié à Zunesha qui aurait ramené les poneglyphes sous les ordres de Lili, et c'est pour ça qu'il serait maintenant condamné par Im-sama à marcher dans tous les sens. Peut-être bien, je ne sais pas, mais voilà, avec les poneglyphes, ceux qui voulaient chercher l'histoire ont pu la découvrir à travers eux, et en plus de ça, les trésors qu'elle cachait. Et à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, de nombreux ennemis se sont mis face au gouvernement mondial, que ce soit les gens d'Ohara, ce peuple d'archéologues qui fouinaient un petit peu trop, ou même, donc, tous les pirates qui recherchent à trouver la véritable histoire. Et bien évidemment, Im-sama se demande si Nefertari Lili n'aurait pas fait exprès de faire quelque chose à son encontre, mais elle n'a pas de preuves jusqu'alors. On sait que Im-sama est lié à Joy Boy, et peut-être même que le but de Lili était de réveiller le prochain Joy Boy, Monkey D. Luffy, et que cette guerre finale face au gouvernement mondial n'aura été lancée par nul autre que Nefertari D. Lili. Et justement, c'est là où on peut parler de la vérité sur le Di. Et croyez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que bien sûr, on se posait des questions, comment ça se fait que Cobra est dans un fauteuil roulant? Il est devenu si vieux que ça fait de la peine. Mais en fait, pas du tout. On avait mal compris. À partir du moment où il a rencontré le Gorosei, les questions qu'il a posées, même sur le Di, et même parlé à Imu-sama sans avoir peur, en sachant qu'il perdrait la vie. Oui, en fait, c'est tout simple. C'est juste que ces balls sont tellement énormes qu'il faut une chaise pour les déplacer. Nefertari D. Cobra est un monstre. Bizarre, Colas. Non, pas hype. Non, pas hype. Car Im-sama le demandera et Cobra le dira. Oui, Nefertari Lili a signé sa lettre du nom de Nefertari D. Lili. Et à partir de ce moment-là, on voit que Im-sama ne le pardonnera pas. Il mourra. Oui, ça y est, les Di sont ses ennemis. Et ça, on dit long même sur la signification du Di. Puisque bien sûr, on va avoir Sabo qui va s'interposer face à tout ça, mais surtout un Sabo qui va avoir un flashback. Et pourquoi Oda aurait placé un flashback? Surtout que c'est Ace et Luffy, il dit ouais, c'est marrant, vous avez tous les deux des Di. Et Ace va lui lâcher, bah on peut t'appeler Sadibo, Adibo. Vous connaissez ou je suis trop vieux. Enfin bref. Voilà, ça y est, peut-être que Sabo aurait pu devenir un Di, ça y est, cette vanne peut sortir n'importe où, même vous pouvez devenir des Di, et c'est peut-être ça le sens de ce flashback. Je pense personnellement que c'était un foreshadowing, parce que sinon, Oda, s'il aurait voulu montrer que Sabo, il connaissait, il avait déjà parlé du Di avec Ace et Luffy, il aurait pu juste mettre une petite phrase, le Di comme Ace et Luffy, et voilà, c'est tout, juste au-dessus d'une case. Mais non, là il a pris le temps de laisser un flashback avec Ace qui donne le Di à Sabo, et pour moi, ça veut tout dire. Le Di est juste quelque chose que les personnes se sont rajoutées. Loin des grosses théories que vous pouvez voir sur internet comme quoi les Di ce sont les habitants de la Lune qui seraient venus sur Terre et qui se seraient multipliés et donc se seraient accouplés avec des humains pour avoir plein de descendance et au final ils font tous partie d'une même race. Non, pour moi, là avec ce flashback, c'est clair, non, le Di peut appartenir à tout le monde. Et il a été donné et a été choisi par ceux qui voulaient se rebeller. C'est pour ça que Nefertari D. Lili, lorsque Im-sama a entendu ça, a su que sa réelle intention était d'être l'ennemi et qu'elle n'a pas commis d'erreur. Et peut-être que tout ça faisait partie d'un plus grand plan. Et alors que toute l'histoire de One Piece est une grande histoire d'héritage de la volonté de ses aïeuls ou même d'autres personnes qu'on a connues, alors ça veut tout dire. À la fin de One Piece, tous les Di seront face à Im-sama pour la combattre. Ah oui, ça va être juste impressionnant. Et bon, ça y est, on y va. On va parler des pouvoirs du Gorosei et de leur puissance et la théorie sur Im-sama. Ça y est, c'est parti. Bon, et déjà qu'on soit clair, qu'il y ait 5 vieillards qui puissent se battre, franchement, c'est pas le truc qui me choque le plus. Je te mets
Mais c'est très intéressant dans le fait que l'équilibre des puissances est donc redéfini. Surtout que là, si on avait les révolutionnaires et les pirates, dont les Katianko, qui se mettaient face au gouvernement mondial avec la marine, c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu léger, même assez compliqué à gérer pour eux, surtout que lors de ce chapitre, comme on a pu le voir depuis bien longtemps, Fujitora, il est pas trop d'accord avec la marine. Non, il est pas trop d'accord surtout avec le gouvernement mondial, tu vois. Il aura aidé à libérer des esclaves, se sera même battu avec son camarade Aramaki, amiral le plus honteux jamais vu. Je le rappelle encore une fois, toujours un plaisir de cracher sur lui. Quelle humiliation! Et bien sûr, quand il disait lors du dernier chapitre, ouais, on devrait peut-être lâcher une météorite ici, bah, il le pensait vraiment, hein. Il voulait vraiment tuer tout le monde. À deux doigts, il aurait pu devenir un révolutionnaire. Mais tout ça pour dire que Fujitora et la marine est déjà scindés. Il n'y a donc pas tant de force que ça du côté du gouvernement mondial. Et c'est pour ça qu'avoir les chevaliers divins qui ont été introduits, le Gorosei et maintenant Im-sama, qui sembleraient être des combattants, et pas n'importe quel combattant, puisqu'on verra des silhouettes apparaître à l'endroit où ils étaient positionnés, et une flèche noire percée cobra. Mais vu qu'ils ont plus des formes animales, je me demande si c'est pas juste une queue. Et je suis même plus partant pour cette théorie, mais dans tous les cas, c'est là que ça fait toute la différence. Parce que ce sont pas juste des combattants, ce sont des grands combattants. Si ils ont réussi à résister déjà à l'attaque du numéro 2 de l'armée révolutionnaire qui comptait les terminer en un seul coup. Je te le rappelle, c'est le numéro 2 de l'armée des révolutionnaires. C'est pas Jean Karim qui a fait de la boxe taille à l'AS. En termes de puissance, Sabo se veut être un personnage normalement impressionnant. Je dis pas qu'il est niveau amiral ou je sais pas quoi, parce que ça y est, les gens ils vont partir dans des débats. Mais pas du tout. Juste au moins, c'est un réel combattant et il n'aura pas réussi à les abîmer, à les faire tomber alors que c'était une attaque surprise. Et plus que ça, même Sabo lui-même se fera percer par une attaque. Et ça, c'est important qu'on se souvient du fait que Sabo est normalement un logia. Normalement, les attaques ne le touchent pas, sauf si il y a du haki. Donc, au minimum, on peut déjà imaginer qu'ils ont un fruit du démon qui les transforme en animal ou autre. Et en plus de ça, qu'ils aient une grande maîtrise du haki pour pouvoir toucher les logias. Ça y est, tout simplement à partir de ce moment-là, et sachant que ce sont quand même ceux qui se retrouvent en haut du monde de One Piece, ah non, ils doivent être très très puissants. Et même j'irai plus loin pour les fans de Zoro qui étaient déçus, parce que Oda a lâché dans un SBS, oui en fait il fait partie d'une famille de Wano Kuni, mais comme ça. Il a dessiné son arbre familial et il en a même pas parlé alors que Zoro était à Wano Kuni. C'était juste n'importe quoi. Mais je me dis maintenant, vu qu'il y a un membre du Gorosei qui avait cette épée et donc qui, depuis bien longtemps, en fait, il y avait une théorie comme quoi ce serait le Shodai Kitetsu, donc peut-être la lame la plus puissante de Wano, sachant que Zoro a le Sandai Kitetsu et qu'il y a le Nidai Kitetsu et compagnie, donc peut-être que ce serait le moment, lorsqu'il le combattrait, d'en découvrir plus sur ses origines, que Zoro découvrirait qu'il est lié à Wano. Surtout que la garde du katana de Zoro fait étrangement penser à celle de ce membre du Gorosei. Et je sais que je vais faire des déçus, mais je vais pas m'étaler sur les possibles fruits du Gorosei, parce que, bien entendu, c'est juste des silhouettes, donc Oda peut changer ça par la suite. Je te rappelle que si les silhouettes étaient véridiques, bah ce mec serait Kaido et on n'est pas dans Two Piece, enfin je pense. Et après, je vais pas te mentir, ça part dans tous les sens sur internet, hein. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être des fruits de Itonomi modèle extraterrestre. Non, pas hype. Et qui sont tous des extraterrestres venus d'autres planètes et c'est pour ça qu'ils ont des noms bluff Saturne et compagnie. Oui, je trouve que ça va un petit peu loin. Oui, pour moi, au maximum, sans forcément beaucoup y penser, bah, ça devrait être des fruits, des Zoan mythiques, vu que c'est la catégorie de fruits du démon les plus rares, et donc peut-être même des fruits liés à des divinités. Si Luffy est Nika, alors peut-être que on le fruit de Poséidon, de Ganesh, pour celui qui ressemble à l'éléphant, ou autre. Voilà, je te laisse chercher pour le reste. De toute façon, pour moi, pour l'instant, on n'en sait que trop peu, et c'est juste partir dans un grand délire. Mais un délire sympa quand même, hein, je dis pas le contraire, sauf que, voilà, je vais pas m'attarder dessus. Et la grande question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce que Saturne va tabasser Luffy? Oui, bien sûr. Et si je ne m'étale pas en termes de théorie sur les pouvoirs du Gorosei,
Par contre, pour Im-sama, c'est parti. Alors déjà, je vais pas vous mentir, j'ai lu des trucs vraiment pas très ouf, enfin vraiment pas très ouf, vraiment moyen, comme des gens qui penseraient qu'il pourrait avoir le fruit des ombres un petit peu à la Gecko Moria, mais je vois pas pourquoi il aurait ça, juste parce qu'il y a des silhouettes qui sont apparues et même des personnes qui sont allées loin. Imu à l'envers, ça fait Umi et donc mer, et en gros, il aurait le fruit de la mer. Moi, j'ai même mieux. Imu, si tu mets ça dans un autre sens, ça fait Moui et il aurait donc l'ultra instinct. Voilà, ça y est, c'est cadeau, c'était ici. Plus sérieusement, j'ai deux théories sur les pouvoirs de Im-sama. La première théorie serait qu'il aurait mangé un fruit du démon, bien sûr, un Zoan mythique, celui de Lumibozu. Oui, un yokai de la mythologie japonaise. Pourquoi ça? Parce que normalement, ce sont des gigantesques esprits de marins perdus, donc ça se lirait assez bien avec toute cette histoire de piraterie, et surtout, dans la légende, on doit donner un tonneau à cette créature, puis elle va nous noyer avec, et donc la technique, c'est d'avoir un tonneau sans fond. Et, ok, toute cette histoire de tonneau, on s'en fout peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que comment Luffy a commencé son aventure dans un tonneau. Donc, sait-on jamais, peut-être que Lumibozu, donc cette grande créature géante, ombreuse, serait Im-sama. Et que même, en fait, à chaque fois qu'on voit Im-sama en ombre, bah, c'est totalement normal parce que c'est réellement une genre d'ombre. Alors, si un jour ça se réalise, Lumibozu, bah, souviens-toi que c'est Chage qui en a parlé, ou même si on me vole la théorie, parce que on sait comment ça va, hein, les théories dans le One Piece game. Et bien sûr, deuxième théorie que je trouve assez intéressante, ce serait que Im-sama aurait donc un fruit lié à l'écriture. Donc pas forcément l'écriture des poneglyphes, mais peut-être un truc à l'encre, au stylo, vu que on a vu Im-sama rayer Lulusia donc sur une carte. Et peut-être qu'à partir de là, Im-sama aurait un paramécia juste cheaté qui lui permettrait justement de réaliser tout ce qu'il écrit. Et donc de supprimer un pays même en le rayant sur une carte. Et bien sûr, je m'arrête pas là parce que pour moi, le plus important dans une théorie, c'est surtout que ça ait du sens, même par rapport à l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Donc quelqu'un qui peut réécrire même l'histoire, ça irait totalement avec le personnage, surtout que Luffy, qu'est-ce que c'est? Il a le fruit de Joy Boy, le Ito Nomi modèle Nika, certes, mais surtout, on dirait qu'il sort d'un cartoon et donc d'une BD et limite qu'il brise le quatrième mur. Donc avoir une personne qui sort justement des écritures, littéralement, combattre Im-sama, ça marcherait extrêmement bien. Bon, bref, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces théories, like ou dislike la vidéo, commente, donne ton avis en commentaire et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné car on parlera de One Piece jusqu'à la fin, bien entendu. Et donc venons à la dernière partie de la review. Comment le monde va juste brûler grâce à tout ce qui vient de se passer. Parce que bien sûr, Cobra est tombé. Sabo doit dire à Luffy que les Nefertari sont aussi des dits. Et donc, peut-être qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est surtout Wapol qui aura tout vu et qui va commencer à s'enfuir à travers le château. Alors que les rois, ils continuent leur réunion assez tranquillement. Tu vois, on leur dit qu'il y en a qui vont pas venir. Et apparemment, ça semble assez normal. Il y a même des gens qui se rebellent à travers le monde. Comme quoi, même sans toute cette histoire, alors ça y est, il y aurait eu des rébellions. Mais bon. Bref, Wapol va sauver Vivi qui est en compagnie des anciens membres du CP9 qui sont devenus des membres tous du CP0. Encore, je comprenais pour Kaku et pour Lucci, mais eux, je sais pas comment ils ont fait pour avoir cette promotion. Parce que vraiment, s'il faut rater sa mission la plus importante pour avoir une promotion dans le monde de One Piece, ah ouais, j'aimerais bien être dans ce monde, hein, parce que je le ferais facilement, ça. Enfin bref, dans tous les cas, ça fait plaisir, parce que revoir Jabura, donc revoir le frère de Robin, bah, c'est des retrouvailles que j'attends depuis longtemps. C'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette gosse qu'il te fallait. Et lorsqu'il va sauver Vivi, par inadvertance, hein, il a pas fait exprès, donc on peut imaginer que c'est là qu'il va croiser Morgan et donc se retrouver avec lui, puisque c'était là l'endroit où on les a laissés la dernière fois. Et à partir de ce moment-là, ça change tout, parce que Wapol donc a vu tout ce qui s'est passé. Il a peut-être même vu Im-sama. Et s'il a vu Im-sama, ça veut dire que Morgan est au courant. C'est pour te dire que maintenant le monde de One Piece n'est qu'à 2 doigts de s'écrouler. Surtout qu'en plus de ça, on a la confirmation que Sai et Léo ont bien annoncé qu'ils feront partie de la flotte des Mugiwara et donc ont attenté
à la vie d'un dragon céleste. Et c'est pourquoi le chapitre 1085 de One Piece change tout. Le gouvernement mondial, même sans la marine, a des forces. Les chevaliers divins, le Gorosei et Im-sama, qui maîtrisent le Haki et ont sûrement le pouvoir de fruit du démon. Mais alors que Cobra est mort pour avoir évoqué le dit, le mystère s'est levé. La signification s'est peut-être perdue, mais pour moi, elle semble claire. Le dit est le symbole de ceux qui se sont rebellés. La piraterie originelle que Joy Boy et Lily ont lancée. Le dit, à la manière du tatouage de Barbe Blanche, est un symbole de ralliement. Chacun de ceux qui voulaient se rebeller l'ont porté. Comme l'a dit Law, la rébellion arrive et la tempête s'approche. Car la soumission ne sera pas permise. Tant que la vie perdurera, l'homme cherchera à se défaire de ses chaînes. L'homme cherchera la liberté. Et le dit est le symbole que le monde ne se soumettra pas.